En dépoussiérant le cadre photo dans le bureau du millionnaire, la femme de ménage vit la photo de sa mère disparue à ses côtés. Elle resta paralysée. Ce qu'elle dit le laissa sans voix. 6h30 du matin, comme tous les jours depuis 2 ans, Élodie Moreau pousse son chariot de ménage à travers les couloirs silencieux de la tour de la Croix. Ses pas résonnent sur le marbre froid. Seul témoin de sa présence dans cet univers de luxe où elle demeure invisible. À 28 ans, Élodie a appris l'art de disparaître. Pas de bruit, pas de traces, pas d'existence. Elle nettoie, elle range. Elle efface toute trace de vie humaine pour que messieurs les cadres supérieurs puissent croire que leur empire fonctionne par magie. Une magie nourrie par des salaires de misère et des horaires impossibles. Ce matin-là, pourtant, quelque chose cloche. L'ascenseur la dépose au 42e étage avec un grincement inhabituel. Ses mains tremblent légèrement en sortant ses produits d'entretien. Cette fatigue constante, ce poids sur les épaules. Claire avait encore fait des cauchemars cette nuit. Sa petite fille de 8 ans se réveille parfois en pleurant, réclamant des choses qu'Élodie ne peut pas lui offrir. Des vacances, des jouets, un papa. « Allez, ma belle, au boulot », se murmure-t-elle en français. Cette habitude qu'elle a prise de se parler pour briser le silence oppressant. Le bureau de Richard Delacroix s'étend devant elle comme un terrain de golf. Baie vitrée donnant sur tout Paris. Mobilier design qui vaut plus que ce qu'elle gagne en un an. Et cette odeur de cuir et d'eau de Cologne chère qui lui donne la nausée, l'homme qui règne ici ne l'a jamais regardée. Pas une seule fois en 2 ans. Pour lui, elle fait partie du mobilier. Moins importante qu'une plante verte, au moins les plantes, on les arrose. Elle commence par dépoussiérer le bureau massif. Cette cathédrale d'acajou où se prennent les décisions qui façonnent des vies, factures impayées, lettres de menaces des créanciers, visites à l'hôpital pour grand-mère Marguerite. Tout ça à cause d'hommes comme Richard Delacroix qui ne voient pas plus loin que leur compte en banque. En s'étirant pour atteindre une étagère haute, son coude heurte quelque chose. Le bruit est sec. Définitif, un cadre photo vient de s'écraser au sol. Merde, merde, merde. Élodie se précipite, le cœur battant. Perdre ce boulot maintenant, c'est la catastrophe assurée. Claire qui a besoin de nouvelles chaussures. Grand-mère Marguerite dont les médicaments coûtent une fortune. Le loyer en retard. Elle ramasse les débris de verre, priant pour que le cadre ne soit pas trop abîmé. Et là, elle s'arrête net. La photo glisse de ses mains tremblantes. Son sang se glace dans ses veines. Ses jambes vacillent. La femme sur la photo. C'est sa mère, Isabelle Moreau, radieuse à 20 ans, ses cheveux blonds dansant dans le vent marin. Mais ce qui lui coupe le souffle, c'est l'homme qui l'embrasse tendrement. Un homme jeune, brun, aux yeux verts perçants. Un homme qu'elle reconnaîtrait entre 1000, même 25 ans plus tard. Richard Delacroix. Non, ce n'est pas possible. Sa voix n'est plus qu'un murmure étranglé. Elle retourne la photo, d'une écriture féminine délicate. Richard et Isa, Nice, juillet 1995. Pour toujours, l'année de sa naissance. Ses mains tremblent si fort qu'elle manque de faire tomber la photo une seconde fois, toutes ces années où sa mère lui parlait de son père. Il ne sait pas que tu existes, ma chérie, mais s'il le savait, il t'aimerait plus que tout au monde. Élodie avait toujours cru que sa mère inventait, qu'elle brodait autour d'une aventure sans lendemain pour lui épargner la vérité brutale d'un abandon. Mais cette photo change tout. La porte du bureau s'ouvre dans un claquement sec. Élodie sursaute si violemment qu'elle manque de s'étrangler. « Qu'est-ce que vous foutez là ?» Richard Delacroix se dresse dans l'embrasure, imposant dans son costume 3 pièces, 52 ans, cheveux grisonnants, cette prestance naturelle des hommes habitués à commander. Son regard balaye la scène, les débris de verre, la femme de ménage prostrée au sol, la photo dans ses mains. « Je suis désolée, monsieur. J'ai cassé votre cadre en faisant le ménage. Je vais vous le rembourser, bien sûr. » Sa voix tremble. Richard s'approche, sourcils froncés. Il tend la main pour récupérer la photo, mais Élodie ne peut pas la lâcher. Pas maintenant, pas quand toute sa vie vient de basculer. Rendez-moi ça. Ce n'est pas une demande, c'est un ordre. Le ton qu'il emploie avec ses employés, ce mélange d'autorité et d'impatience. Mais Élodie ne bouge pas. Elle le regarde droit dans les yeux pour la première fois en 2 ans. Cette femme sur la photo, sa voix se brise.
Cette femme, c'est ma mère. Le silence qui suit est assourdissant. Richard se fige, comme frappé par la foudre. Ses yeux verts, les mêmes que ceux d'Élodie, scrutent son visage avec une intensité nouvelle. Qu'est-ce que vous venez de dire? Isabelle Moreau, c'était ma mère. Elle est morte il y a 16 ans dans un accident de voiture. Les larmes commencent à couler sur ses joues. Elle m'a dit avant de mourir que mon père ne savait pas que j'existais, que si vous le saviez, vous m'aimeriez. Le « vous » a jailli naturellement, instinctivement, comme si son cœur avait reconnu ce que son esprit refusait encore d'accepter. Richard chancelle, s'appuie contre son bureau, sa peau a pris la couleur de la cendre. Isabelle. Mon Dieu, Isabelle. Il prononce ce prénom comme une prière, comme une blessure qui se rouvre après des années de cicatrisation. Ses mains tremblent quand il tend à nouveau les bras vers la photo. Cette fois, Élodie la lui donne. Il la contemple longuement, passant son pouce sur le visage de la jeune femme avec une tendresse infinie. Quand il relève les yeux vers Élodie, quelque chose a changé dans son regard. Elle n'est plus invisible. Elle existe. Quel âge avez-vous? 28 ans. Je suis né le 15 mars 1995. Richard ferme les yeux. Un long frémissement le parcourt. Isabelle, elle était enceinte quand... Il ne finit pas sa phrase, ne peut pas la finir. Élodie voit la douleur brute sur son visage. Cette souffrance à l'état pur d'un homme qui découvre qu'il a perdu l'amour de sa vie et 28 ans de la vie de sa fille. Ce mot flotte entre eux, non prononcé, mais omniprésent. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? Murmure Richard, plus pour lui-même que pour elle. Elle a essayé. Élodie sort de son sac à main une lettre jaunie, pliée et repliée tant de fois qu'elle menace de tomber en poussière. Grand-mère Marguerite m'a dit de vous la donner si je vous trouvais un jour. Richard prend la lettre comme on manipule une bombe. Ses mains tremblent quand il déplie le papier fragile. Élodie connaît chaque mot par cœur, les ayant lus des centaines de fois. Mon Richard chéri, j'ai essayé de te joindre, mais tes parents, ta femme, ils ne veulent pas que tu saches. Notre fille naîtra dans quelques semaines. Elle aura tes yeux, j'en suis sûre. Si tu lis cette lettre un jour, sache que je ne t'ai jamais oublié, que je t'aimerai toujours, Isabelle. Le silence s'étire, lourd de 28 années de malentendus et de douleurs. Dehors, Paris s'éveille, inconscient du séisme qui vient de frapper le 42e étage de la tour de la Croix. Enfin, Richard relève la tête, ses yeux sont rouges. Comment vous appelez-vous? Élodie, Élodie Moreau. Il répète son prénom plusieurs fois, comme pour s'habituer au goût de ce mot dans sa bouche. Puis, pour la première fois depuis qu'elle travaille ici, Richard Delacroix la regarde vraiment. Il voit ses cheveux blonds comme ceux d'Isabelle, ses yeux verts identiques aux siens, cette fossette au menton qu'il retrouve chaque matin dans son miroir. « Mon Dieu !» souffle-t-il. « Tu es vraiment ma fille. » Richard reste planté là, la lettre d'Isabelle entre les mains, comme un homme qui vient de recevoir une balle en plein cœur. Élodie l'observe, partagée entre l'espoir fou et la terreur de ce qui va suivre. 28 ans qu'elle attendait ce moment sans même le savoir. « Il faut que je voie votre grand-mère », finit-il par articuler d'une voix rauque. « Marguerite, elle sait tout, n'est-ce pas ?» Élodie hoche la tête. Grand-mère Marguerite, 82 ans, gardienne des secrets de famille depuis des décennies. Cette femme qui lui répétait toujours « Un jour, ma petite, tu comprendras pourquoi ta mère était si triste parfois. Elle est malade », prévient Élodie. Le cœur, elle ne sort plus de son fauteuil depuis des mois. « Alors j'irai à elle ». Richard attrape sa veste. Abandonnant son bureau, ses rendez-vous, son empire, pour la première fois en 30 ans, Richard Delacroix a quelque chose de plus important que les affaires. Le trajet en taxi jusqu'à Belleville se fait dans un silence tendu. Richard découvre un Paris qu'il ne connaît pas, celui des HLM et des petits commerces. Élodie lui jette des coups d'œil furtifs. Cet homme élégant dans sa Mercedes habituelle, coincé maintenant sur la banquette arrière d'un taxi qui sent le tabac froid. « Vous, tu n'es pas obligé de faire ça », murmure-t-elle. « Si », sa réponse claque comme un fouet. « J'ai déjà perdu 28 ans. Je ne perdrai pas une minute de plus. » L'immeuble d'Élodie fait honte à côté du luxe de la tour de la Croix. Ascenseur en panne, boîtes aux lettres défoncées, odeur d'humidité dans les escaliers. Richard ne dit rien, mais Élodie voit bien sa mâchoire qui se crispe. La culpabilité, peut-être,
ou la colère de découvrir dans quelles conditions vit sa fille. Au 4e étage, Élodie sort ses clés. « Grand-mère, c'est moi, je ne suis pas seule. L'appartement tient dans 40 mètres carrés. Salon, cuisine, chambre. Le tout séparé par un rideau. Marguerite Moreau trône dans son fauteuil face à la télé éteinte, fragile comme un oiseau, mais l'œil encore vif. Quand elle aperçoit Richard, elle ne semble pas surprise. « Alors, c'est arrivé ?» dit-elle simplement. Richard s'approche, retire son manteau. Il s'agenouille devant la vieille dame avec un respect qu'Élodie ne lui a jamais vu. « Madame Moreau, je suis Richard Delacroix. Je sais qui vous êtes. Mon garçon ?» Sa voix chevrotante porte pourtant une autorité naturelle. « Isabelle m'a tout raconté avant de mourir. Tout. » Élodie prépare du thé dans la kitchenette, les mains tremblantes. Elle entend sa grand-mère raconter l'histoire qu'elle connaît par cœur, mais qui prend une saveur différente devant le principal intéressé. « Ma fille vous aimait à en mourir, monsieur Delacroix. Littéralement, quand elle est revenue de Nice enceinte et le cœur brisé, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. » Richard boit chaque mot, pendu aux lèvres de la vieille femme. Elle a essayé de vous joindre des dizaines de fois. Elle appelait chez vos parents, elle est même venue devant votre bureau. Mais cette femme, votre épouse, elle avait donné des consignes. Isabelle n'arrivait jamais jusqu'à vous. Adriana, souffle Richard. Le prénom de sa femme sort de sa bouche comme un poison. Elle savait que ma fille était enceinte, demande Marguerite. Richard ferme les yeux. Les pièces du puzzle se mettent en place dans sa tête, révélant un tableau qu'il n'avait jamais voulu voir. Elle interceptait mon courrier, mes appels, disait que c'était pour me protéger des opportunistes. Sa voix se brise. « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Marguerite fouille dans le tiroir de sa table de chevet. Elle en sort une boîte en métal, rouillée par endroits. Isabelle m'a fait promettre de garder ça, pour Élodie, pour le jour où elle serait assez grande pour comprendre. La boîte contient des trésors. Lettres jamais envoyées, photos de Nice, échographie jaunie. Richard découvre sa fille in utero, ces images granuleuses qu'Isabelle contemplait seule. Il y a aussi un agenda, celui d'Isabelle, où elle notait religieusement ses tentatives pour le joindre. 15 septembre 1995, appelé le bureau, sa secrétaire dit qu'il est en réunion. 22 septembre, essayez encore. Elle prétend qu'il a changé de numéro. 3 octobre. Suis allée devant son immeuble. Sa femme était là, m'a dit de foutre le camp. Page après page, l'acharnement désespéré d'une femme enceinte qui voulait juste dire à l'homme qu'elle aimait qu'il allait être père. Richard pleure maintenant sans retenue. Cet homme puissant, habitué à tout contrôler, s'effondre face à la vérité brutale de son aveuglement. Elle est morte en pensant que je l'avais abandonnée, articule-t-il péniblement. Non, intervient Élodie en posant le plateau de thé. Elle est morte en espérant que vous la retrouveriez un jour. Elle me disait toujours « Ton papa n'est pas méchant, ma chérie. Il est juste perdu. » Ces mots achèvent de détruire Richard. Il enfouit son visage dans ses mains, secoué de sanglots. Marguerite lui tapote l'épaule avec une tendresse maternelle. « Pleurez, mon garçon, vous en avez le droit. Mais après, il faudra vous battre pour ma petite fille. » Me battre. Marguerite échange un regard inquiet avec Élodie. « Votre famille ? Monsieur Delacroix, ils vont pas accepter ça facilement. Surtout votre femme. Et vos enfants. Ils vont voir Élodie comme une menace. » Richard relève la tête. Son visage ravagé par les larmes reprend peu à peu sa détermination habituelle. « Mes enfants ?» Il regarde Élodie. « Patrice a 25 ans, Constance 23. Tu as une sœur et un frère. » L'idée fait sourire Élodie, malgré la gravité du moment. Elle qui a grandi seule avec sa mère puis sa grand-mère, voilà qu'elle découvre une famille entière. Comment on va leur dire ? Demande-t-elle. En face, ce soir, je vais réunir tout le monde à la maison. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée ? S'inquiète Marguerite. Ces gens-là, ils n'ont pas l'habitude qu'on vienne bousculer leur petit confort. Richard se lève, redevenu l'homme d'affaires déterminé. Tant mieux. Il est temps que ma famille apprenne ce que valent vraiment les mots loyauté et amour. Il se tourne vers Élodie. Je veux que tu viennes avec moi, ce soir. Il faut qu'il voie qui tu es vraiment. Élodie regarde sa grand-mère, qui hoche imperceptiblement la tête. D'accord. Mais d'abord, il faut que j'aille chercher Claire à l'école. Claire, ma fille, votre petite fille. Élodie sourit.
Elle a 8 ans. Elle va être folle de joie d'apprendre qu'elle a un grand-père. Richard s'arrête net. Une petite fille. Il n'avait même pas pensé à cette possibilité. Elle s'appelle Claire Moreau et elle vous ressemble, avec ses yeux verts et son caractère têtu. Pour la première fois depuis le matin, Richard sourit vraiment. Un sourire qui transforme complètement son visage, le rendant plus jeune, plus vulnérable. Une petite fille, répète-t-il, émerveillé. Fais attention, mon garçon, prévient Marguerite. Cette petite, c'est tout ce qu'Élodie a au monde, si vous lui faites du mal. Jamais. La réponse jaillit avec une force qui surprend Richard lui-même. Plus jamais personne ne fera du mal à ma famille. En repartant, Richard laisse son numéro de téléphone et embrasse Marguerite sur le front. La vieille dame le regarde par la fenêtre montée dans son taxi. « Tu crois qu'on peut lui faire confiance ?» demande Élodie. « C'est un homme de parole, je le sens. Mais les autres ?» Marguerite soupire. « Prépare-toi à la guerre, ma petite, parce que c'est ce qui t'attend. » Élodie regarde le taxi disparaître au coin de la rue. Dans quelques heures, elle va rencontrer sa nouvelle famille. Elle ne sait pas encore qu'elle s'apprête à entrer dans la cage au lion. La Mercedes de Richard s'arrête devant l'école primaire Marcel Proust à 17h précises. Élodie n'a jamais eu si peur de sa vie. Dans quelques heures, elle va faire face à la famille Delacroix au grand complet. Elle a changé de vêtements 3 fois, optant finalement pour sa seule robe correcte, celle qu'elle réserve aux entretiens d'embauche. Claire sort de l'école en courant, cartable battant contre ses jambes maigres, quand elle aperçoit la voiture de luxe. Elle s'arrête net. « Maman, pourquoi il y a une voiture de riche devant l'école ?» Richard sort du véhicule. Il a l'air aussi nerveux qu'Élodie. Sa première rencontre avec sa petite fille. « Claire, ma chérie, je voudrais te présenter quelqu'un de très important. » La petite fille observe Richard avec cette curiosité directe que seuls possèdent les enfants. Elle penche la tête de côté, exactement comme le faisait Élodie au même âge. « Bonjour, » dit-elle poliment. « Vous êtes qui ?» Richard s'agenouille pour se mettre à sa hauteur. Ses mains tremblent légèrement. « Je suis ton grand-papa. » Claire, le silence qui suit semble durer une éternité. Claire regarde sa mère, puis Richard, puis encore sa mère. « Mon grand-papa. Mais maman, tu m'avais dit que j'en avais pas. Je pensais qu'il était perdu, » explique Élodie, la gorge serrée. « Mais on l'a retrouvé. » Claire étudie Richard avec sérieux. « Tu es vraiment mon grand-papa, ou tu es un voleur qui veut nous kidnapper ?» Richard éclate de rire malgré la tension. « Je suis vraiment ton grand-papa. Et regarde. » Il pointe ses propres yeux. « On a les mêmes yeux verts, toi et moi. » Claire s'approche, scrute le visage de Richard avec attention. Puis, avec cette logique implacable des enfants, elle décrète « Ok, mais pourquoi tu étais perdu si longtemps ?» La question, dans sa simplicité brutale, transperce Richard. « Parce que j'étais bête, ma puce. Très, très bête. » Claire semble satisfaite de cette explication. Elle grimpe à l'arrière de la Mercedes comme si elle y avait toujours eu sa place. Elle a une télé, ta voiture. Le trajet vers Neuilly se fait dans une atmosphère étrange. Claire bombardait Richard de questions avec cette franchise désarmante des enfants, pendant qu'Élodie ronge ses ongles en regardant défiler un paysage de plus en plus cossu. L'hôtel particulier des Delacroix la laisse sans voix, grilles dorées, jardin à la française, façade néoclassique, un monde à des années-lumière de leur HLM de Belleville. « Waouh !» souffle Claire. « Tu habites dans un château, grand-papa. » Quelque chose comme ça, sourit Richard. Mais son sourire s'évanouit quand il pénètre dans le hall d'entrée. Adriana Delacroix les attend, flanquée de ses 2 enfants. Le comité d'accueil au grand complet. Adriana Beaumont Delacroix, 50 ans, est une femme qui a su transformer sa beauté naturelle en arme de guerre sociale. Blonde platine, chirurgie esthétique discrète mais efficace. Elle porte une robe Chanel comme d'autres portent une armure. Son regard de glace balaie Élodie et Claire avec le dédain qu'on réserve aux insectes nuisibles. « Richard, enfin, nous t'attendions. » Sa voix pourrait cristalliser l'air ambiant, à côté d'elle. Patrice ressemble à une version édulcorée de son père. 25 ans, le même charisme, mais quelque chose de fuyant dans le regard. Il observe Élodie avec une hostilité mal dissimulée. Constance, elle, semble simplement abasourdie, grande, brune. Elle a cette élégance naturelle que donne une éducation à 100 000 € par an, mais contrairement aux autres, elle ne rayonne pas de haine, plutôt de la curiosité. « Bon, » déclare Richard,
la mâchoire serrée. Vous vous demandez sûrement pourquoi je vous ai réunis. Pour nous présenter tes invités. Le mot invité sort de la bouche d'Adriana comme un crachat. Claire se cache derrière les jambes d'Élodie. L'atmosphère glaciale de la maison l'intimide. Pour vous présenter ma fille, annonce Richard d'une voix forte. Élodie Moreau. Et ma petite fille, Claire. Le silence qui suit cette déclaration pourrait réveiller les morts. Patrice blêmit. Constance ouvre de grands yeux. Quant à Adriana, un sourire terrifiant étire ses lèvres. « Ta fille », répète-t-elle d'une voix dangereusement calme. « Tu veux dire ta bâtarde ?» Adriana, rugit Richard. Mais le mal est fait. Claire fond en larmes, terrifiée par la violence de ce mot qu'elle ne comprend pas, mais dont elle sent la méchanceté. Élodie la prend dans ses bras, fusillant Adriana du regard. « Comment osez-vous parler ainsi devant une enfant ?»« Comment j'ose ?» Adriana rit, un son cristallin et cruel. « Ma pauvre fille, vous débarquez ici avec vos airs de misère en prétendant faire partie de la famille. Vous croyez vraiment qu'on va gober ça ? Les tests ADN confirmeront, » déclare Richard froidement. « Des tests qu'on peut trafiquer, » rétorque Patrice, sa première intervention, et elle pue la paranoïa. « Papa, tu ne vois pas le piège. Cette femme travaille chez nous depuis 2 ans. Elle a eu tout le temps de monter son petit scénario. » Élodie sent la colère monter en elle comme une vague brûlante. « Un scénario. Vous croyez que j'ai envie de faire partie de votre famille de serpents, que je rêve de côtoyer des gens qui insultent une gamine de 8 ans. » Élodie, Richard essaie de calmer le jeu. « Mais c'est trop tard. »« Non, » explose-t-elle. « J'en ai marre de votre mépris, de vos soupçons, de vos airs supérieurs. Vous voulez savoir pourquoi j'ai accepté de venir. Pas pour votre argent, pas pour votre nom de merde, juste parce que ma fille mérite de connaître son grand-père. » Claire sanglote maintenant franchement. Cette violence familiale la terrorise. Constance fait un pas vers elle, instinctivement. « Hey, ma puce, ça va aller ?» Sa voix est douce, maternelle. Elle s'agenouille devant Claire. « Comment tu t'appelles ?»« Claire », renifle la petite fille. « Moi, c'est Constance, et je pense que tu pourrais être ma petite nièce. » Le geste simple de Constance brise quelque chose dans l'atmosphère. Adriana lui lance un regard assassin. « Constance, ne fraternise pas avec. »« Avec qui, maman ?» Constance se redresse. Et pour la première fois, Élodie entrevoit l'acier qui se cache sous les bonnes manières. « Avec ma sœur. Avec ma nièce. Ta sœur. » Patrice ricane. « Tu délires complètement. Cet opportuniste débarque avec sa marmotte et tu gobes ses salades. Regarde-la bien. » Patrice. Constance force son frère à observer le visage d'Élodie. Regarde ses yeux, son menton, cette fossette. Tu ne vois vraiment rien. Patrice regarde malgré lui. Et Élodie voit le moment exact où il comprend, où la ressemblance devient évidente. Indéniable, sa peau vire au verdâtre. Non, ce n'est pas possible. Si, dit simplement Richard. C'est même une certitude. Élodie est ma fille, celle que j'aurais dû connaître depuis 28 ans si certaines personnes n'avaient pas intercepté les lettres d'Isabelle. Il fixe Adriana en prononçant ces mots. Sa femme ne cille pas, mais quelque chose passe dans son regard, une lueur de panique, rapidement maîtrisée. « Je ne vois pas de quoi tu parles. »« Bien sûr que si, » souffle Richard. « Tu as toujours su, n'est-ce pas ? Tu as intercepté ses appels, ses lettres. Tu l'as empêché de me joindre. J'ai protégé notre famille, » explose Adriana. « Cette traînée voulait détruire notre mariage, briser notre foyer, en me disant que j'allais être père. » Richard secoue la tête, écœuré. « Tu as privé ma fille de son père. Tu m'as privé de ma fille et tu oses parler de protection. » Adriana vacille sous l'accusation, mais se reprend vite. « Et maintenant, tu comptes faire quoi ? La reconnaître officiellement, lui donner ton nom, une part d'héritage. » Ces questions font mouche. Patrice se redresse, soudain très intéressé par les réponses. « Exactement, » déclare Richard sans hésitation. « Élodie est ma fille au même titre que Patrice et Constance. Elle aura les mêmes droits qu'eux. »« Jamais, » hurle Patrice. « Je ne laisserai pas cette usurpatrice voler ce qui me revient. » « Ce qui te revient ?» Richard toise son fils avec dégoût. « Tu veux dire l'argent que tu n'as jamais gagné ? L'entreprise que tu n'as jamais aidé à construire ? » Le coup porte.
Patrice devient livide. Tu ne peux pas faire ça. Papa, légalement, tu ne peux pas. Je peux tout faire, Patrice. Et je le ferai. Adriana comprend que la situation lui échappe. Elle change de tactique, adoptant soudain un ton mielleux. Richard, mon chéri, tu es sous le choc. C'est compréhensible. Mais réfléchis. Cette femme, tu ne la connais pas vraiment. Ses motivations, mes motivations. Élodie rit amèrement. Madame Delacroix, j'ai grandi sans père, dans la pauvreté, en travaillant comme une forcenée pour nourrir ma fille. Vos motivations à vous, je les connais, mais les miennes, vous ne pouvez même pas les imaginer. Claire s'est calmée, blottie contre Constance qui lui caresse les cheveux. Cette image, sa fille dans les bras de sa tante, bouleverse Élodie. On y va, décide-t-elle. Claire, dis au revoir. Mais grand-papa, proteste la petite fille. Grand-papa viendra nous voir, promet Richard. Très bientôt. Sur le seuil, Élodie se retourne une dernière fois. J'ai pas demandé à faire partie de votre famille, mais Claire a le droit de connaître son grand-père. Et si vous essayez de nous en empêcher, vous découvrirez que j'ai appris à me battre bien avant vous. La guerre est déclarée. 3 jours après l'explosion familiale chez les Delacroix, Richard fait les 100 pas dans son bureau comme un lion en cage. Les tests ADN officiels ne seront disponibles que dans 1 semaine, mais il n'en a pas besoin. Chaque fois qu'il regarde Élodie, c'est Isabelle qu'il voit. Cette même façon de pencher la tête quand elle réfléchit. Ce même éclat de défi dans les yeux verts. Il décroche son téléphone et compose le numéro de Laurent Mercier, le meilleur détective privé de Paris. Laurent, c'est Richard Delacroix. J'ai besoin de toi, immédiatement. Mercier arrive 1 heure plus tard. Ancien flic reconverti, il a gardé cette prestance un peu rude des hommes habitués à fouiller dans les poubelles de l'âme humaine. « Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur Delacroix ?» Richard lui tend le dossier médical d'Isabelle que Marguerite lui a confié la veille. Isabelle Moreau, morte en 1999 dans un soi-disant accident de voiture. Je veux que vous repreniez l'enquête de zéro. Mercier feuillette les documents. Sourcils froncés. Ça fait 24 ans, les témoins, les preuves. Je paierai ce qu'il faut. Cette femme était la mère de ma fille, et je commence à penser que sa mort n'avait rien d'accidentel. Pendant ce temps, dans l'appartement de Belleville. Élodie trie fébrilement les papiers que sa grand-mère garde dans une vieille malle, Marguerite, de plus en plus fragile depuis les émotions des derniers jours. Somnole dans son fauteuil. Qu'est-ce que tu cherches, ma petite ? Des réponses. Grand-mère, maman a vraiment eu un accident. Marguerite soupire longuement. Ta mère était une excellente conductrice. Elle avait horreur de la vitesse. Elle était prudente comme pas deux. Et puis, elle hésite. Il y a des choses que je ne t'ai jamais dites. Élodie s'arrête de fouiller. Quelles choses ? Dans les semaines avant sa mort, ta mère était bizarre, nerveuse. Elle regardait tout le temps par la fenêtre, sursautait au moindre bruit. Elle disait qu'elle avait l'impression d'être suivie. Un frisson glacé parcourt Élodie. Suivie ? Par qui ? Elle ne savait pas ou ne voulait pas le dire. Et puis, ce jour-là, Marguerite ferme les yeux. Elle était allée voir quelqu'un d'important, elle disait, pour Élodie, qu'elle répétait « Il faut que je le fasse pour Élodie ». Tu penses qu'elle était allée voir Richard ? Possible. Ou sa famille, les gens riches. Ma petite, ils n'aiment pas qu'on vienne remuer leur boue. Élodie découvre au fond de la malle une chemise qu'elle n'avait jamais vue. À l'intérieur, des photos de l'accident, des clichés que sa grand-mère a récupérés on ne sait comment, la voiture d'Isabelle, écrasée contre un platane sur une route de campagne, mais quelque chose cloche. Grand-mère, regarde ça. Elle montre une photo. Les freins de maman. On dirait qu'ils ont été coupés. Marguerite chausse ses lunettes, examine la photo de près. Mon Dieu, tu as raison. Regarde les durites. Elles sont sectionnées nettes. Le téléphone d'Élodie vibre. Un message de Richard. Il faut qu'on se voie. Urgent. Je passe te prendre dans 1 heure. Chez les Delacroix. L'atmosphère s'est encore dégradée. Adriana a engagé son propre avocat, Maître Durand, un requin du barreau parisien. Elle claque la porte du salon où ils viennent de terminer une consultation orageuse. Patrice, Constance, réunion de famille. Maintenant, ces 2 enfants la rejoignent dans le salon Empire, cette pièce froide où se règlent traditionnellement les affaires familiales importantes. « Votre père a perdu la tête ?» annonce Adriana sans préambule. « 7,
Cette aventurière l'a ensorcelée avec ses histoires à dormir debout. Patrice fait les 100 pas. Nerveux, qu'est-ce qu'on peut faire si les tests ADN confirment? Les tests ADN ne prouveront rien du tout, coupe Adriana. Maître Durand m'a expliqué. On peut contester la procédure, demander une contre-expertise, traîner l'affaire pendant des années. Constance, qui n'a pas dit un mot depuis son arrivée, éclate. Vous êtes malade, complètement malade. Constance, non maman, j'en ai marre de vos manigances. Cette femme est ma sœur, que ça vous plaise ou non. Ta sœur, Patrice ricane méchamment. Elle t'a retourné en 5 minutes avec sa gamine pleurnicharde. Sa gamine pleurnicharde, c'est ma nièce. Et si vous l'aviez regardée 2 secondes au lieu de voir rouge, vous auriez remarqué qu'elle a exactement les mêmes yeux que papa. Adriana se lève, majestueuse dans sa colère. Constance, tu vas cesser immédiatement de... De quoi? De dire la vérité. Constance fait face à sa mère. Vous avez intercepté les lettres d'Isabelle, n'est-ce pas? Vous saviez qu'elle était enceinte et vous l'avez empêchée de joindre papa. Le silence qui suit cette accusation est assourdissant. Adriana pâlit, mais se reprend vite. Tu dis n'importe quoi. Vraiment? Alors expliquez-moi pourquoi cette femme connaissait des détails sur la vie de papa que seule une ancienne petite amie pouvait savoir. Pourquoi elle avait cette photo? Pourquoi grand-mère Marguerite garde toutes ces lettres depuis 28 ans? Patrice regarde sa mère avec des yeux nouveaux, comme s'il la voyait pour la première fois. Maman, c'est vrai, tu savais. Adriana hésite une seconde de trop. Bien sûr que non, Mais cette hésitation l'a trahi. Patrice comprend. Sa mère lui a menti pendant des années. Mon Dieu, tu savais? Tu as toujours su. J'ai protégé notre famille, explose Adriana. Cette traînée voulait détruire notre mariage, briser notre foyer. J'ai fait ce que n'importe quelle épouse aurait fait, en condamnant une enfant à grandir sans père. Constance secoue la tête. Écœurée, en privant papa de sa fille. Votre père m'avait épousée, moi, pas Seth moins que rien. Parce que tes parents l'y ont forcé pour sauver l'entreprise, rétorque Constance. Tu crois qu'on ne connaît pas l'histoire? Adriana vacille sous le coup. Ses propres enfants se retournent contre elle. Vous ne comprenez pas, murmure-t-elle. Si cette femme obtient la reconnaissance, elle aura droit à un tiers de l'héritage. Votre héritage sera amputé d'autant. Et alors, Constance hausse les épaules. On aura peut-être moins d'argent, mais on aura une sœur et une nièce adorable. Patrice, lui, ne partage pas la sérénité de sa sœur. L'idée de voir son héritage diminuer le rend malade. Il faut qu'on trouve autre chose, marmonne-t-il. Un moyen de prouver qu'elle ment. Adriana retrouve soudain espoir. Patrice a raison. Si on ne peut pas l'attaquer sur la filiation, on peut s'attaquer à ses motivations, prouver qu'elle est une opportuniste. Elle ouvre un tiroir, en sort un dossier. J'ai fait faire une enquête sur elle. Célibataire, mère d'une fille de père inconnu, dette jusqu'au cou, travail précaire. Maman, vous me dégoûtez, lâche Constance avant de quitter la pièce. Adriana la regarde partir, puis se tourne vers Patrice. Au moins, toi, tu comprends les enjeux. Patrice hoche la tête, mais quelque chose a changé dans son regard. Pour la première fois de sa vie, il doute de sa mère. À 18h, Richard récupère Élodie devant son immeuble. Elle monte dans la Mercedes avec la chemise de photo sous le bras. « J'ai trouvé quelque chose », annonce-t-elle sans préambule. Elle lui montre les clichés de l'accident. Richard blêmit en découvrant les durites sectionnées. « Mon Dieu, quelqu'un a saboté la voiture de ta mère. La question c'est qui et pourquoi ?» Richard démarre en trombe. « J'ai engagé un détective, Laurent Mercier. On va aller le voir ensemble. » Le bureau de Mercier se trouve dans le 10e arrondissement. Au-dessus d'un café turc, l'endroit sent le tabac froid et le café réchauffé. Mercier les accueille avec une mine sombre. J'ai commencé à creuser et je peux vous dire que votre Isabelle dérangeait beaucoup de monde. Il étale des documents sur son bureau. Dans les semaines précédant sa mort, elle a multiplié les démarches, reconnaissance de paternité, demande de pension alimentaire, courriers aux avocats. Elle était déterminée à faire valoir les droits de sa fille. Et ça dérangeait qui? À votre avis? Mercier fixe Richard. Votre femme avait tout à perdre si cette histoire éclatait au grand jour. Votre famille aussi. Élodie sent son sang se glacer.
Vous pensez qu'Adriana a « je ne pense rien », coupe Mercier. Je cherche des preuves, mais je peux vous dire une chose. L'accident d'Isabelle Moreau n'en était pas un. Quelqu'un voulait la faire taire. Définitivement. Le lendemain matin, Élodie sort de l'école de Claire quand une voiture de sport rouge se gare à côté d'elle. Constance Delacroix en descend, élégante dans son tailleur beige, mais les traits tirés par une nuit sans sommeil. « Bonjour, Élodie, on peut parler ?» Élodie hésite, après l'accueil glacial de la veille. Elle ne s'attendait pas à revoir sitôt un membre de la famille Delacroix, mais quelque chose dans le regard de Constance la rassure. Claire est en cours jusqu'à 16h. On peut aller boire un café. Elles s'installent à la terrasse d'un bistrot du quartier. Constance observe les alentours avec cette curiosité un peu gênée des privilégiés qui découvrent comment vit l'autre moitié du monde. « Je dois te faire des excuses », commence-t-elle. « Pour hier soir, pour ma mère et mon frère. » « Tu n'as pas à t'excuser pour eux. »« Si. » Constance tripote sa tasse nerveusement. « Parce que moi aussi, au début, j'ai eu des doutes, pas sur ta filiation. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure que tu es la fille de papa. Mais sur tes intentions, Élodie hausse les épaules. C'est humain. Votre fortune fait rêver beaucoup de monde. Justement. Non. Constance la regarde droit dans les yeux. J'ai réfléchi toute la nuit. Une vraie aventurière aurait joué le grand jeu. Larmes, chantage affectif, réclamations immédiates. Toi, tu es partie dès que ça a mal tourné. Tu protégeais ta fille. Cette perspicacité surprend Élodie. Elle avait sous-estimé sa demi-sœur. Claire passe avant tout, toujours. C'est exactement ça qui m'a convaincue. Constance sourit pour la première fois. Tu sais, j'ai 23 ans et j'ai toujours rêvé d'avoir une sœur, Patrice et moi. Disons qu'on n'a jamais été très proches. Pourquoi ? Constance hésite, puis se lance. Patrice a toujours eu des problèmes. Des petits, crises de colère. Mensonges, manipulation. Mes parents ont tout mis sur le compte de la précocité, du stress familial. Ils l'ont envoyé chez les meilleurs psys de Paris. Et ça a aidé. En surface, il a appris à mieux contrôler ses pulsions. Mais au fond, Constance frissonne. Il y a quelque chose chez lui qui me fait peur. Cette façon qu'il a de regarder les gens comme s'ils étaient des objets. Élodie repense au jeune homme blême de la veille, à sa rage froide quand Richard avait évoqué l'héritage. Tu penses qu'il pourrait être dangereux ? Je ne sais pas, mais depuis qu'on a appris ton existence, il est bizarre, plus bizarre que d'habitude. Il passe des heures enfermé dans sa chambre. Il parle tout seul. Hier soir, je l'ai entendu pleurer. Pleurer ? Oui, et répéter sans arrêt. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Comme s'il se défendait contre une accusation. Un malaise s'installe entre les deux femmes. Constance secoue la tête. Excuse-moi, je ne voulais pas t'inquiéter. Parlons d'autre chose, de ta fille, par exemple, Claire. Elle est adorable. Le visage d'Élodie s'illumine. C'est tout ce que j'ai au monde, son père. Elle s'arrête, gênée. Tu n'es pas obligée de m'en parler. Non, ça va. Son père était un collègue de boulot. Quand je lui ai annoncé ma grossesse, il a disparu dans la nature. Depuis, on se débrouille toutes les deux. Ça n'a pas dû être facile. Les premières années... Non, mais on s'en sort. Claire est brillante à l'école. Elle a des amis. Elle mérite mieux que ce qu'on peut lui offrir, mais... Papa va changer ça, l'interrompt Constance. Il est déterminé à rattraper le temps perdu. Et ta mère, elle va accepter. Le visage de Constance se durcit. Ma mère n'a pas le choix. Papa tient tous les cordons de la bourse. Sans lui, elle retombe dans la bourgeoisie de province dont elle vient. Tu ne l'aimes pas beaucoup. Je l'ai aimée, avant de comprendre qui elle était vraiment. Constance joue avec sa cuillère. Quand j'étais petite, je l'admirais, cette élégance, cette assurance. Et puis j'ai grandi. J'ai vu comment elle manipulait papa, comment elle montait Patrice et moi l'un contre l'autre, comment elle écrasait tout ce qui pouvait menacer son petit royaume. Comme ma mère. Exactement. Constance la regarde intensément. Élodie, il faut que tu saches quelque chose. Ma mère ne renoncera jamais. Elle va tout faire pour te détruire. Je m'en doute. Non, tu ne comprends pas. Constance baisse la voix. Elle a des dossiers sur tout le monde. Photos compromettantes. Enregistrements. Documents financiers. Elle collectionne les secrets comme d'autres les timbres. Tu veux dire qu'elle pourrait avoir des preuves contre moi ? Ou en fabriquer ? Ma mère n'a pas de limite quand elle se sent menacée.
Élodie sent l'angoisse monter en elle. Elle pense à Claire, à leur petite vie tranquille que cette guerre familiale risque de détruire. Qu'est-ce que tu me conseilles ? De te méfier et de ne jamais rester seule avec elle. Constance hésite. Il y a autre chose, cette enquête que papa a lancée sur la mort de ta mère. Quoi ? Ma mère panique. Je l'ai entendue téléphoner hier soir. Elle parlait de faire le ménage, de protéger la famille. Elle a même évoqué de quitter la France, fuir, ou éliminer les preuves gênantes. Élodie, si ta grand-mère a conservé des documents compromettants. Oh mon Dieu. Grand-mère. Élodie se lève d'un bond, renversant sa tasse. Elle compose frénétiquement le numéro de Marguerite. Pas de réponse. Il faut que j'y aille, maintenant. Je t'accompagne. Le trajet jusqu'à Belleville se fait dans un silence tendu. Constance conduit vite mais bien, slalomant entre les embouteillages. Élodie ne cesse d'appeler sa grand-mère. Sans succès, elle grimpe les 4 étages au pas de course. La porte de l'appartement est entr'ouverte. Grand-mère, silence. Élodie pousse la porte. L'appartement a été retourné de fond en comble. Tiroirs ouverts, papiers éparpillés, matelas retournés, et au milieu de ce chaos, Marguerite gît inconsciente près de son fauteuil. « Appelez les secours !» hurle Élodie en se précipitant vers sa grand-mère. Constance compose le 15 pendant qu'Élodie prend le pouls de Marguerite, faible mais régulier. La vieille dame a une bosse sur le crâne, mais elle respire. « Grand-mère, tu m'entends ?» Marguerite gémit, ouvre péniblement les yeux. « Élodie, ma petite. » Chut. Ne parle pas, les secours arrivent. Non, il faut que tu saches. Marguerite agrippe la main de sa petite fille. Ils sont venus, ils cherchèrent les papiers. Qui est venu? Je ne sais pas, masqué. Ils voulaient tout ce qui concernait ta mère. J'ai dit que je n'avais rien, alors ils ont... Sa voix se brise. Élodie serre sa main fragile. Ils ont pris quelque chose. Les dernières lettres, celles que je n'avais jamais montrées. Et le carnet? Quel carnet? Celui où ta mère notait tout. Les gens qu'elle voyait, ses peurs, la surveillance. Marguerite ferme les yeux, épuisée. Les sirènes se rapprochent. Constance aide Élodie à rassembler les affaires essentielles pendant que les secours évacuent Marguerite vers l'hôpital Saint-Louis. Dans l'ambulance, la vieille dame serre la main d'Élodie. « Ma petite, fais attention. Ils sont capables de tout, absolument tout. » À l'hôpital, les médecins confirment un traumatisme crânien léger, mais stabilisent rapidement l'état de Marguerite. Élodie reste à son chevet, rongée par la culpabilité. Constance fait les 100 pas dans le couloir, passant appel sur appel. « J'ai prévenu papa », annonce-t-elle en revenant. « Il arrive, et j'ai aussi appelé la police. »« Qu'est-ce que tu leur as dit ?»« La vérité. » Cambriolage avec violence sur personne âgée, ils vont ouvrir une enquête. Élodie contemple sa grand-mère endormie, si fragile dans ce lit d'hôpital. C'est ma faute. Si je n'avais pas remué le passé... Non. Constance pose une main réconfortante sur son épaule. C'est la faute de celui qui a fait ça, et on va le trouver. Richard arrive 1 heure plus tard, le visage ravagé par l'inquiétude. Il étreint longuement Élodie. Ce premier geste paternel spontané entre eux. Comment va-t-elle ? Stable. Mais ils lui ont volé des documents importants. Richard serre les poings. Des preuves contre Adriana. Possible. Grand-mère a parlé d'un carnet où maman notait tout. Ses rendez-vous, ses peurs. Mercier va étudier la scène de crime, déclare Richard. S'il y a des indices, un policier s'approche d'eux. L'inspecteur Dumont, la cinquantaine, l'air blasé de celui qui a tout vu. Mademoiselle Moreau, j'aurais quelques questions à vous poser. L'interrogatoire se déroule dans un bureau de l'hôpital. Dumont prend des notes consciencieusement. Votre grand-mère avait-elle des ennemis? Des dettes, des problèmes avec le voisinage? Non, rien de tout ça. Et ces documents volés, ils avaient de la valeur. Élodie échange un regard avec Richard. Une valeur sentimentale, des lettres de ma mère décédée. Dumont hoche la tête sans conviction. Bizarre, comme mobile pour un cambriolage, d'habitude, on cherche de l'argent, des bijoux... Inspecteur, intervient Richard. Il faut que vous sachiez quelque chose. Cette agression pourrait être liée à une affaire familiale complexe. Dumont relève la tête. Soudain intéressé, quel genre d'affaire? Richard lui explique la situation en termes diplomatiques, reconnaissance de paternité,
enquête sur un ancien décès, résistance familiale, Dumont prend des notes, visiblement passionné. Vous pensez que quelqu'un aurait agressé cette dame pour l'empêcher de témoigner. C'est possible. Dumont referme son carnet. Je vais creuser cette piste. En attendant, mademoiselle Moreau, je vous conseille la prudence. Si votre famille a raison, vous pourriez être la prochaine cible. Ces mots glacent Élodie. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, elle réalise vraiment dans quoi elle s'est embarquée. Et surtout, ce qu'elle risque de faire subir à Claire, 48 heures après l'agression de Marguerite, Laurent Mercier convoque Richard et Élodie dans son bureau. L'atmosphère est électrique. Le détective a cette tension particulière des hommes qui viennent de découvrir quelque chose d'énorme. « Asseyez-vous », dit-il sans préambule. « Ce que je vais vous révéler va changer votre vision de cette affaire. » Il étale sur son bureau des photocopies de documents, des photos, des rapports officiels. Élodie reconnaît certains papiers, ceux qui ont été volés chez sa grand-mère. « Comment vous avez récupéré ça ?» s'étonne-t-elle. Marguerite avait fait des copies, cachées dans un endroit que les cambrioleurs n'ont pas trouvé. Mercier sourit grimement. Cette dame ne faisait confiance à personne, même pas à vous. Richard se penche sur les documents. Qu'est-ce qu'on a là? L'agenda d'Isabelle pour les 3 derniers mois de sa vie, et c'est explosif. Mercier pointe une série d'annotations au stylo rouge. Regardez ça, 15 juillet 1999. Encore cette voiture noire devant l'école d'Élodie, 22 juillet. Téléphone sur écoute, grésillement bizarre. 5 août. Quelqu'un a fouillé mon courrier. Élodie sent son sang se glacer. Elle était surveillée. Pire que ça. Mercier tourne la page. Écoutez ça. 28 août 1999. Rendez-vous avec AD. Demain. Elle veut négocier. Dit qu'elle a une proposition. AD. Ça vous évoque quelque chose. Richard blêmit. Adriana Delacroix. Exactement. Et regardez l'entrée du 29 août, le jour de sa mort. Rendez-vous 14h, Café de la Paix, mot AD. Promet de m'aider à joindre Richard si je garde le silence sur le bébé pendant 1 an. Je ne la crois pas, mais je dois essayer, pour Élodie. Le silence qui suit cette lecture est assourdissant. Élodie a l'impression que le sol se dérobe sous ses pieds. Tu veux dire que votre mère avait rendez-vous avec Adriana le jour de sa mort? Confirme Mercier, et ce n'est pas tout. Il sort une autre série de documents. J'ai fait analyser les photos de l'accident par un expert automobile. Les freins ont effectivement été sabotés, mais pas n'importe comment. Regardez ça. Il montre un agrandissement de la durite sectionnée. Cette coupure a été faite avec un outil de précision, une lame chirurgicale ou un cutter professionnel, pas le genre de truc qu'on trouve dans le coffre à outils de Monsieur Tout-le-Monde. Richard se lève, fait les 100 pas. Vous pensez qu'Adriana a... Je ne pense rien. Je rassemble des faits. Mercier reprend ses documents. Fait numéro 1. Adriana avait rendez-vous avec Isabelle le jour de sa mort. Fait numéro 2. Quelqu'un a saboté la voiture d'Isabelle avec un outil professionnel. Fait numéro 3. Adriana a fait ses études de médecine avant d'épouser votre père. Élodie sursaute. Elle est médecin. Elle a abandonné ses études en 5e année pour se marier, mais elle avait accès à du matériel chirurgical. Richard s'effondre dans son fauteuil. Mon Dieu, j'ai vécu 30 ans avec une meurtrière. Attendez, l'interrompt Mercier. Ce n'est pas fini. J'ai aussi épluché les relevés téléphoniques d'Adriana pour cette période. Il sort un autre document. Le 29 août 1999, à 15h32, elle a reçu un appel de 2 minutes depuis une cabine de mots, 1h30 après le rendez-vous prévu avec Isabelle. Quelqu'un l'a prévenu que c'était fait, murmure Élodie. Possible, mais il y a plus étrange. Le même jour, à 19h45, Adriana a passé un appel de 23 minutes vers un numéro que j'ai eu du mal à identifier. Qui? Dr Philippe Morvan, psychiatre pour enfants, spécialisé dans les troubles du comportement. Richard fronce les sourcils. Je ne vois pas le rapport. Moi non plus, jusqu'à ce que je découvre que ce docteur Morvan suivait votre fils Patrice depuis l'âge de 7 ans. Un silence glacial s'abat sur le bureau. Élodie sent quelque chose de terrible prendre forme dans son esprit. Patrice, il avait quel âge en 1999 ? 9 ans, répond Richard d'une voix blanche. Mercier hoche la tête gravement. Et d'après les notes du docteur Morvan, que j'ai réussi à me procurer grâce à un contact, Patrice présentait déjà des signes inquiétants. Cruauté envers les animaux, mensonges pathologiques, absence d'empathie,
Vous n'allez tout de même pas suggérer qu'un enfant de 9 ans? Je ne suggère rien, coupe Mercier. Je vous dis juste que le 29 août 1999, Adriana a eu une conversation de 23 minutes avec le psychiatre de son fils le soir même de la mort d'Isabelle. Élodie se souvient des paroles de Constance. Il répétait sans arrêt « C'est pas ma faute, c'est pas ma faute. Il faut qu'on confronte Adriana », déclare Richard en se levant. « Pas encore », Mercier l'arrête. « On n'a que des présomptions. Il nous faut des preuves concrètes. » « Quelles preuves ? Ça fait 24 ans. » Justement, les gens qui portent un secret aussi lourd finissent par craquer, surtout quand la pression monte. Mercier range ses documents. « J'ai un plan, mais il va falloir du courage et de la patience. » Pendant ce temps, dans l'hôtel particulier de Neuilly, Adriana fait les 100 pas dans son salon. Elle n'a pas dormi depuis 3 nuits. Patrice est de plus en plus instable, parlant dans son sommeil, sursautant au moindre bruit. Elle le trouve dans sa chambre, recroquevillé sur son lit, fixant le vide. « Patrice, ça va ?» Il sursaute violemment. « Maman, tu m'as fait peur. Excuse-moi mon chéri, tu as encore fait ces rêves. » Patrice la regarde avec des yeux d'enfant effrayés. « Maman, cette femme ?» Élodie. « Pourquoi elle ressemble autant à papa ?»« Parce que c'est sa fille, » répond Adriana avec amertume. « Mais alors, ça veut dire que papa avait une autre vie, avant nous. » Adriana s'assoit sur le lit, prend les mains de son fils. « Écoute-moi bien, Patrice. Ton père était jeune et naïf. Cette femme, sa mère, elle l'a séduit, manipulé. Elle voulait détruire notre famille. Et maintenant, sa fille veut faire pareil. » Exactement. C'est pour ça qu'il faut qu'on se serre les coudes. Qu'on protège notre famille. Patrice hoche la tête, mais son regard reste trouble. « Maman, tu te souviens quand j'étais petit, cette dame qui était venue à la maison ?» Adriana se fige. « Quelle dame ? Tu sais bien, celle qui pleurait. Tu m'avais dit qu'elle voulait faire du mal à papa, que si je l'aidais à partir, tu serais fière de moi. » Le sang d'Adriana ne fait qu'un tour. Après toutes ces années, ses souvenirs ressurgissent. « Patrice, tu délires. Il n'y a jamais eu de dame. Si, j'ai mis le produit dans sa voiture, comme tu m'avais dit. Le produit de ta trousse de médecine. Tu m'avais expliqué que ça l'empêcherait de faire du mal à papa. » Adriana, sans la panique, la gagnait. Patrice se souvient, après 24 ans de refoulement, il se souvient. « Mon chéri, tu confonds avec un cauchemar. Tu en as tellement fait quand tu étais petit. » Non, Patrice se lève d'un bond. C'était pas un cauchemar. Tu m'avais dit que c'était notre secret, que si j'en parlais, papa nous quitterait. Adriana voit son monde s'écrouler. Tous ses efforts pour effacer ce souvenir. Toutes ces années de manipulation psychologique qui s'évaporent d'un coup. Patrice, calme-toi. Maman, qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce que tu m'as fait faire ? Sa voix monte dans les aigus. Adriana entend des pas dans le couloir. Constance, tout va bien ? Demande sa fille en passant la tête par la porte. Oui, oui, Patrice est juste un peu fatigué. Mais Constance voit bien l'état de son frère, ses yeux rouges, ses mains qui tremblent. Patrice, qu'est-ce qui se passe ? Rien, répond précipitamment Adriana. Il a juste besoin de repos. Constance s'approche de son frère. Patrice, tu peux me parler. Tu sais que tu peux me dire n'importe quoi. Non, murmure-t-il. Il y a des choses qu'on ne doit jamais dire. Il regarde sa mère avec terreur. N'est-ce pas, maman ? Il y a des secrets qu'on doit garder pour toujours. Constance sent que quelque chose de grave se joue sous ses yeux. Cette complicité malsaine entre sa mère et son frère. Ses regards chargés de sous-entendus. Maman, qu'est-ce que vous me cachez ? Rien du tout, rétorque Adriana sèchement. Occupe-toi de tes affaires. Mais Constance n'est plus la jeune fille obéissante d'autrefois. Elle fixe sa mère droit dans les yeux. Ça a un rapport avec Élodie, n'est-ce pas ? Avec sa mère. Le silence qui suit cette question résonne comme un aveu. Adriana comprend qu'elle est en train de perdre le contrôle de la situation. Constance, sors d'ici, maintenant. Non. Sa fille croise les bras. Je ne bougerai pas tant que vous ne m'aurez pas dit la vérité. Patrice regarde les deux femmes s'affronter. Et quelque chose se brise définitivement dans son esprit. 24 ans de refoulement explosent d'un coup. « Maman a tué la dame !» hurle-t-il soudain. « Elle m'a dit de mettre le poison dans sa voiture. C'est moi qui l'ai tuée.
C'est moi. Le cri résonne dans toute la maison. Brisant à jamais le silence des Delacroix, le cri de Patrice résonne encore dans la chambre quand Constance recule, horrifiée. Son frère s'effondre sur le sol, secoué de sanglots incontrôlables, répétant sans cesse « C'est moi qui l'ai tué, c'est moi qui l'ai tué !» Adriana se précipite vers lui, tentant désespérément de limiter les dégâts. « Patrice, arrête, tu délires, tu ne sais plus ce que tu dis. » Mais Constance comprend. Tout s'éclaire d'un coup. Les troubles de son frère, ses crises, ses cauchemars récurrents, cette culpabilité qui le ronge depuis l'enfance. « Mon Dieu !» Elle fixe sa mère avec dégoût. « Tu as manipulé un enfant de 9 ans pour commettre un meurtre. Constance, ce n'est pas ce que tu crois. »« Ah non, alors explique-moi. » Constance hurle maintenant, toute son éducation bourgeoise envolée. « Explique-moi pourquoi mon frère s'effondre en parlant d'empoisonnement. Explique-moi ses conversations avec son psychiatre le soir de la mort d'Isabelle. » Adriana blêmit. Comment Constance peut-elle connaître ces détails ? Tu n'as pas le droit de fouiller dans ma vie privée. Ta vie privée ? Constance rit amèrement. Maman, tu as détruit la vie de mon frère. Tu en as fait ton complice dans un meurtre. Et tu parles de vie privée. Patrice continue de sangloter, recroquevillé sur lui-même. Adriana tente de le prendre dans ses bras, mais il la repousse violemment. Non, ne me touche pas. Tu m'as menti. Tu m'as dit que c'était pour protéger papa, mais c'était pour toi. Tout était pour toi. Patrice, mon chéri, calme-toi. Je ne suis pas ton chéri. Il se relève d'un bond, le visage déformé par la rage. Tu as fait de moi un assassin. J'avais 9 ans. 9 ans. Sa voix se brise. Constance s'approche prudemment de son frère. Patrice, raconte-moi tout du début. Adriana tente d'intervenir. Il n'est pas en état de... Ferme-la, rugit Constance. Tu as assez fait de mal comme ça. Patrice s'assoit sur son lit, le regard perdu dans le vide. Quand il parle, c'est d'une voix d'enfant, comme si 24 ans s'effacèrent d'un coup. Maman était très en colère. Il y avait une dame qui voulait voir papa. Maman disait qu'elle allait détruire notre famille, qu'elle voulait nous séparer. Elle pleurait tout le temps. Constance écoute, le cœur serré. Et puis, maman m'a dit qu'il fallait que je l'aide, que j'étais son petit héros. Elle m'a montré un petit flacon dans sa trousse de médecine. Un liquide transparent. Elle a dit que si on mettait ça dans l'essence de la voiture de la dame, elle ne pourrait plus conduire, qu'elle serait obligée de rentrer chez elle et de nous laisser tranquilles. Adriana ferme les yeux, sachant que tout est perdu. « Tu savais que c'était du poison ?» demande doucement Constance. « Non, maman avait dit que ça cassait juste le moteur, que la dame serait en panne, c'est tout. » Patrice la regarde avec des yeux d'enfant brisés. « J'ai cru maman, j'ai toujours cru maman. Comment tu as fait ? On a suivi la dame jusqu'au café. Ma maman m'a dit d'attendre dans la voiture, puis elle est allée parler à la dame pendant que je versais le liquide dans le réservoir. C'était facile. Ma maman m'avait montré comment faire. » Constance se tourne vers sa mère, révoltée. « Tu l'as envoyée à la mort en lui donnant rendez-vous. Et pendant qu'elle t'attendait, confiante, tu faisais empoisonner sa voiture par ton propre fils. » Adriana ne répond pas. Que pourrait-elle dire ? Qu'elle était folle de jalousie ? Qu'elle ne supportait pas l'idée de perdre Richard ? Qu'elle ne pensait pas que ça marcherait vraiment ? Après, continue Patrice d'une voix mécanique, on est rentré à la maison. Maman m'a dit que c'était notre secret, que si j'en parlais à papa, il nous quitterait et que ce serait ma faute. Alors j'ai rien dit. Et quand tu as appris qu'Isabelle était morte ? Patrice ferme les yeux. J'ai compris ce que j'avais fait. J'ai voulu le dire à papa, mais maman, il regarde Adriana avec haine. Elle m'a dit que c'était trop tard, que si j'avouais, on irait tous les deux en prison, qu'elle dirait que c'était moi qui avais eu l'idée, et les psychiatres, pour me faire oublier. Maman disait que c'était mieux si j'oubliais, que ça ferait moins mal. Alors j'ai essayé, j'ai tout enfoui au fond de moi. Constance réalise l'ampleur de la manipulation. Adriana a non seulement utilisé son fils pour commettre un meurtre, mais elle l'a ensuite fait soigner pour qu'il oublie, transformant sa culpabilité en troubles mentaux. 24 ans, murmure Constance. 24 ans que tu vis avec ça. Chaque nuit,
confirme Patrice. Chaque nuit, je rêve d'elle, de cette dame qui pleurait. Elle me demande pourquoi je l'ai tuée et je sais pas quoi répondre. Adriana tente une dernière manœuvre désespérée. Constance, il faut qu'on protège Patrice. Si cette histoire sort, Constance la regarde avec incrédulité. Maman, tu réalises que tu parles de protéger l'assassin de la mère d'Élodie, de la grand-mère de Claire. C'était un accident, on ne voulait pas. Menteuse, hurle Patrice. Tu savais exactement ce qui allait arriver. Tu m'as expliqué comment verser le produit, où le mettre, combien en mettre. Tu savais. Il se lève, titube vers la fenêtre. Pendant 24 ans, j'ai cru que j'étais fou, que mes souvenirs étaient des cauchemars. Mais non, j'ai vraiment tué quelqu'un, à 9 ans. Patrice, Constance s'approche prudemment. Ce n'est pas ta faute. Tu étais un enfant manipulé par... Si, c'est ma faute. Il se retourne, les yeux fous. J'aurais pu refuser, j'aurais pu dire non. Mais j'ai obéi. J'ai voulu faire plaisir à maman. Soudain, des voix résonnent dans l'escalier. Richard et Élodie arrivent, alertés par les cris. Adriana panique. Constance, je t'en supplie, ne dis rien, pas maintenant. Mais Constance n'écoute plus. Elle sort de la chambre et dévale l'escalier. Papa, Élodie, il faut que vous montiez. Tout de suite. Richard et Élodie se précipitent, suivis de Laurent Mercier qui les accompagnait. Ils trouvent Patrice prostré devant la fenêtre et Adriana effondrée sur le lit. Qu'est-ce qui se passe ? Demande Richard. Constance le regarde droit dans les yeux. Papa, Patrice a quelque chose à te dire, quelque chose qu'il aurait dû te dire il y a 24 ans. Patrice se tourne lentement vers son père. Son visage n'est plus celui d'un homme de 25 ans, mais celui d'un enfant terrorisé. Papa, j'ai tué la maman d'Élodie. Le silence qui suit cette confession est absolu. Richard devient livide. Élodie chancelle. Mercier sort discrètement son téléphone. Quoi ? Souffle Richard. Maman m'a dit de le faire. Elle m'a dit que c'était pour te protéger. J'ai empoisonné sa voiture. J'avais 9 ans. Richard regarde alternativement son fils et sa femme, tentant de comprendre l'inconcevable. Adriana, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi qu'il délire. Adriana ne répond pas. Son silence vaut tous les aveux. Élodie s'effondre sur une chaise. L'homme qui a tué sa mère, c'est son demi-frère, un enfant manipulé par sa belle-mère. Mon Dieu, murmure-t-elle. Richard s'approche d'Adriana, le visage déformé par la rage. Tu as fait de mon fils un assassin. Tu as détruit sa vie et celle d'Isabelle. Tu as... Il s'arrête, les poings serrés, luttant contre l'envie de frapper. Patrice s'effondre de nouveau, secoué de sanglots. Pardonne-moi, papa. Pardonne-moi, Élodie. Je savais pas. J'étais qu'un enfant. J'ai cru maman. Élodie le regarde, partagé entre la haine et la pitié. Cet homme brisé qui pleure comme un enfant. C'est lui qui a tué sa mère. Mais c'est aussi une victime d'Adriana. Il faut appeler la police, déclare Mercier. Non. Adriana se redresse d'un bond. Vous ne pouvez pas. Patrice était mineur. Et c'était un accident. Un accident. Richard la fusille du regard. Tu appelles ça un accident ? Tu as manipulé un enfant pour commettre un meurtre. Tu as détruit 3 vies d'un coup. Adriana comprend que tout est fini. Ses mensonges, ses manipulations, son petit royaume de façade, tout s'écroule. Richard, je t'en supplie, pense à notre famille. Quelle famille ? Richard crache ses mots comme un poison. Tu as détruit notre famille il y a 24 ans. Tu as fait de notre fils un assassin et de moi le complice involontaire d'un meurtre. Mercier compose un numéro. Inspecteur Dumont, Laurent Mercier, j'ai du nouveau sur l'affaire Moreau. Il va falloir que vous veniez et amener des renforts. Patrice continue de pleurer, répétant inlassablement ses excuses. Constance s'agenouille près de lui, le prenant dans ses bras comme on console un enfant. Ça va aller, Patrice. Tu vas pouvoir dire la vérité, enfin. Pour la première fois depuis 24 ans, quelque chose comme de l'espoir traverse le regard brisé de Patrice. La vérité, enfin, l'inspecteur Dumont arrive 21 minutes plus tard avec 2 agents et un psychologue judiciaire. L'hôtel particulier des Delacroix, temple du luxe et des apparences, se transforme en scène de crime. Les voisins se pressent derrière leurs rideaux, témoins du scandale qui secoue Neuilly.
Patrice est assis dans le salon, encadré par Constance et le psychologue. Il répète son histoire d'une voix monocorde, comme s'il récitait une leçon apprise par cœur. Chaque mot enfonce un peu plus Adriana dans ses mensonges. « Madame Delacroix », dit Dumont en se tournant vers elle. « Vous êtes en état d'arrestation pour homicide volontaire et manipulation de mineurs en vue de commettre un crime. Vous n'avez aucune preuve », proteste Adriana. Retrouvant soudain sa combativité, « C'est la parole d'un malade mental contre la mienne. Un malade mental que vous avez créé », rétorque Richard avec dégoût. Dumont sort son carnet. « Nous avons les enregistrements téléphoniques, les témoignages, l'agenda de la victime, et maintenant, les aveux de votre fils. Des aveux obtenus sous la contrainte, il n'était pas dans son état normal. Le psychologue judiciaire, Dr Lemaire, intervient. Au contraire, madame, votre fils présente tous les signes d'un traumatisme post-stress chronique lié à un événement vécu dans l'enfance. Ces aveux correspondent à la libération d'un souvenir longtemps refoulé. Adriana sent le piège se refermer. Elle tente une dernière manœuvre. Et même si c'était vrai, Patrice était mineur. Il ne peut pas être poursuivi. Non, confirme Dumont. Mais vous, si, pour homicide volontaire par personne interposée. Pendant que les policiers emmènent Adriana, menottes au poignet, Élodie contemple Patrice, cet homme brisé qui sanglote dans les bras de sa sœur. Comment réagir face au meurtrier de sa mère qui est aussi une victime? Élodie. Patrice lève vers elle des yeux rougis. Je sais que tu ne pourras jamais me pardonner, mais il faut que tu saches. Pas un jour ne s'est passé sans que je pense à elle, à ta maman. Élodie s'approche lentement, s'agenouille devant lui. Raconte-moi comment elle était ce jour-là. Patrice ferme les yeux, replongeant dans ce souvenir douloureux. Elle était belle, très belle. Elle portait une robe bleue avec de petites fleurs blanches. Elle avait l'air triste, mais aussi pleine d'espoir, comme si elle allait vers quelque chose d'important. Sa voix se brise. Elle m'a souri quand elle m'a vue dans la voiture. Un sourire doux. Elle ne savait pas. Elle ne pouvait pas savoir que j'étais là pour... Continue. Quand maman est allée lui parler au café, je l'ai vue à travers la vitre. Elle avait sorti une photo de son sac. Une photo de toi, je pense. Elle l'a montrée à maman en parlant. Elle avait l'air si fière. Élodie sent les larmes monter. Et tu as versé le poison pendant qu'elle parlait de moi. Je pensais juste... Je pensais vraiment que ça casserait son moteur. Maman m'avait dit qu'elle serait juste obligée d'appeler un garagiste. Patrice la regarde avec désespoir. Si j'avais su que j'allais la tuer, tu aurais fait quoi? Je me serais interposée. J'aurais dit non à maman. J'aurais prévenu ta mère. Il sanglote. N'importe quoi plutôt que ça. Richard, qui écoutait en silence, s'approche de son fils. Patrice, pourquoi tu ne m'as jamais rien dit pendant toutes ces années? Parce que j'avais peur que tu partes. Maman disait que si tu apprenais ce qu'on avait fait, tu nous abandonnerais. Et puis, il hésite. J'avais peur que tu me détestes, que tu me regardes comme un monstre. Tu n'es pas un monstre, dit Richard fermement. Tu es une victime de ta mère. Docteur Lemaire prend des notes. Monsieur Delacroix, votre fils va avoir besoin d'un suivi psychologique intense. 24 ans de culpabilité refoulée, c'est énorme. Il faudra du temps pour réparer les dégâts. Tout ce qu'il faudra, assure Richard. Tout. Constance serre la main de son frère. On va t'aider, Patrice. Papa, moi, même Élodie si elle le veut. Tu n'es plus seule. Élodie regarde cette famille brisée qui tente de se reconstruire sur les décombres du mensonge. Sa colère contre Patrice s'estompe peu à peu, remplacée par une pitié immense pour cet homme-enfant détruit par sa propre mère. « Il faut que j'aille voir Claire », annonce-t-elle. « Et grand-mère, elles ont le droit de savoir. » Richard se lève. « Je t'accompagne si tu veux bien. » Le trajet vers l'hôpital se fait en silence. Élodie réfléchit à la façon d'expliquer à sa fille de 8 ans que sa grand-mère a été tuée par son oncle quand il était enfant, sur ordre de sa grand-mère d'adoption. Comment faire comprendre à un enfant une histoire si sombre? À l'hôpital, Marguerite les accueille avec soulagement. Sa santé s'améliore, mais elle reste fragile. « Ma petite, j'ai vu aux informations. Ils ont arrêté quelqu'un. » Élodie s'assoit près du lit, près du... « Grand-mère, il faut que je te dise quelque chose sur la mort de maman. » Elle lui raconte tout. L'enquête, les découvertes, les aveux de Patrice. Marguerite écoute sans l'interrompre, ses vieilles mains serrant celles de sa petite fille. « Ce pauvre garçon », murmure-t-elle finalement. 9 ans, mon Dieu, quel monstre fait ça à son propre enfant?
Tu ne lui en veux pas. À lui, non. Il était qu'un bébé manipulé par sa mère. C'est elle, la vraie coupable. Marguerite regarde Richard. Et vous, Monsieur Delacroix, qu'est-ce que vous allez faire? Tout ce qui est en mon pouvoir pour réparer, Élodie et Claire ne manqueront jamais de rien. Et Patrice, je vais l'aider à guérir. Et votre femme, elle n'est plus ma femme. Je divorce immédiatement. Et je ferai en sorte qu'elle paie pour ce qu'elle a fait. Claire arrive de l'école, accompagnée par la voisine qui la garde, en voyant sa mère et son grand-père nouvellement découverts ensemble à l'hôpital. Elle comprend que quelque chose de grave s'est passé. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mamie Marguerite est à l'hôpital ?» Élodie la prend sur ses genoux. « Ma chérie, il faut qu'on parle. De maman Isabelle, ta grand-maman que tu n'as pas connue. » Elle lui explique avec des mots d'enfant. Un accident qui n'en était pas un. Une méchante dame qui avait manipulé un petit garçon. La vérité sur la mort de sa grand-mère. Claire écoute avec sérieux, posant parfois des questions avec cette logique implacable des enfants. Alors, oncle Patrice, il était méchant. Non, ma puce. Il était juste un petit garçon qu'on a trompé. Comme si quelqu'un te disait de faire quelque chose en te faisant croire que c'est bien alors que c'est mal. Et maintenant, il est très triste de ce qu'il a fait et il va essayer de se faire pardonner. Claire réfléchit longuement. Est-ce qu'on peut pardonner à quelqu'un qui a fait quelque chose de très mal? La question touche Élodie en plein cœur. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense que si la personne regrette vraiment, et si elle veut plus jamais recommencer, alors oui, on peut pardonner. Cette sagesse d'enfant bouleverse les adultes présents. Marguerite sourit à travers ses larmes. « Ta fille est extraordinaire », dit-elle à Élodie. Le soir, de retour dans leur petit appartement de Belleville, Élodie couche Claire et reste longtemps à la regarder dormir. Demain, leur vie va changer. Richard a insisté pour qu'elles emménagent dans un appartement plus grand, plus sûr. Il veut rattraper 28 ans d'absence. Mais ce soir, dans cette chambre minuscule qu'elle partage depuis 8 ans, Élodie fait le bilan. Sa mère est vengée, Adriana paiera pour ses crimes, Patrice pourra enfin guérir de ses traumatismes, et elle a retrouvé un père, une famille, même brisée, même imparfaite. C'est une famille, son téléphone vibre, un message de Constance. Merci pour tout à l'heure. Merci d'avoir écouté Patrice avec bienveillance. Tu es déjà une meilleure sœur que je n'osais l'espérer. Élodie sourit dans l'obscurité. Oui, demain sera différent. Demain, Claire aura une vraie famille, et sa mère pourra enfin reposer en paix. La vérité a éclaté au grand jour, balayant 24 ans de mensonges. Il ne reste plus qu'à apprendre à vivre avec, et peut-être, un jour, à pardonner vraiment, même à Patrice. 3 semaines après l'arrestation d'Adriana, l'hôtel particulier de Neuilly ressemble à un champ de bataille. Les journalistes campent devant les grilles, les photographes guettent le moindre mouvement derrière les fenêtres, le scandale de la Croix fait la une de tous les quotidiens. La bourgeoisie criminelle, meurtre en famille, l'empire de la manipulation. Richard a organisé une réunion familiale pour ce dimanche matin. Élodie arrive avec Claire, intimidée par l'ampleur de la propriété qu'elle découvre enfin à la lumière du jour. Constance les accueille, les traits tirés par ces semaines d'enfer médiatique. « Comment va Patrice ?» demande Élodie en embrassant sa demi-sœur. « Mieux, le docteur Lemaire dit que libérer ce secret l'a soulagé d'un poids énorme. Mais il va falloir des mois, peut-être des années de thérapie. » Elle trouve Patrice dans la bibliothèque. Amaigri, les cheveux en bataille, mais le regard plus clair qu'il ne l'a été depuis des années, il lit un livre à Claire, assis par terre près de la cheminée. Et le petit prince comprit que sa Rose était unique au monde, pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'il l'aimait. Claire l'écoute avec attention, déjà apprivoisée par cet oncle fragile, qui lui raconte des histoires avec une voix d'enfant. « Bonjour, Patrice », dit doucement Élodie. Il lève les yeux, toujours surpris qu'elle lui adresse la parole sans hostilité. « Bonjour, Élodie. Claire voulait que je lui lise cette histoire. Maman, oncle Patrice connaît plein de livres. Il m'a dit qu'il me ferait visiter la bibliothèque entière. » Richard entre à son tour, portant un plateau de café. Ces dernières semaines l'ont vieilli de 10 ans. Ses cheveux ont blanchi. Des rides nouvelles creusent son visage. Le poids de la culpabilité et de la honte publique. Les avocats viennent d'appeler, annonce-t-il. Le procès d'Adriana aura lieu dans 6 mois. Elle maintient qu'elle n'est pas coupable. Évidemment.
soupire Constance. Maman préférera crever plutôt que d'admettre ses torts. Et son avocat, demande Élodie. Maître Durand, il va plaider la légitime défense psychologique, l'épouse trompée qui protège son foyer. Il va essayer de salir la mémoire d'Isabelle. Élodie sent la colère monter. Il n'en est pas question. Ne t'inquiète pas. Notre avocat est prêt, maître Bonnefoy, le meilleur pénaliste de Paris. Richard pose sa main sur l'épaule d'Élodie. Isabelle aura justice, je te le promets. Patrice dépose le livre et se tourne vers eux. Il faut que je témoigne contre maman. Patrice, tu n'es pas obligé. Si, papa, je dois le faire. Pour Isabelle, pour Élodie, pour toutes ces années où j'ai laissé maman raconter ses mensonges. Claire le regarde avec ses grands yeux verts. C'est difficile de dire la vérité sur sa maman quand elle a fait des bêtises. Très difficile. Ma puce, mais c'est important. Moi, quand je fais des bêtises, maman me gronde. Mais après, elle me fait des câlins. Ta maman, elle te faisait des câlins. La question, dans sa simplicité enfantine, transperce Patrice. Non, elle ne faisait jamais de câlins. Claire réfléchit un moment, puis se lève et va serrer Patrice dans ses petits bras. Maintenant, tu peux avoir mes câlins, si tu veux. L'émotion submerge Patrice. Cette enfant innocente qui lui offre son affection malgré ce qu'il a fait à sa grand-mère. Il fond en larmes, serrant Claire contre lui. Merci, ma petite Claire. Merci. Richard observe cette scène avec un mélange de tristesse et d'espoir. Sa famille se reconstruit lentement sur les décombres de 24 ans de mensonges. Il faut qu'on parle d'autre chose, annonce-t-il. De l'avenir, de nous. Il sort des documents de sa serviette. J'ai fait modifier mon testament, Élodie. Tu auras la même part d'héritage que Patrice et Constance. 1/3 chacun. Papa, ce n'est pas nécessaire. Si, Saleste, tu es ma fille. Claire est ma petite fille. Vous avez les mêmes droits que les autres. Patrice approuve d'un hochement de tête. C'est normal, Élodie. Tu fais partie de la famille. Et l'entreprise, demande Constance. J'ai pris ma décision. Richard regarde ses 3 enfants. Je me retire progressivement. Constance prendra la direction générale. Elle a étudié pour ça. Patrice s'occupera de la recherche et développement quand il ira mieux. Et toi, Élodie? Moi, tu vas étudier. Ce que tu veux. Commerce, droit, médecine, peu importe. Tu as un cerveau brillant qu'on n'a jamais eu les moyens de développer. C'est fini. Élodie secoue la tête. Richard, je ne peux pas accepter. Tu m'appelles papa, l'interrompt-il avec un sourire. Et oui, tu peux accepter. C'est même un ordre. Soudain, la sonnette retentit. Le majordome, Henri, apparaît dans l'embrasure. Monsieur, Madame Delacroix demande à vous voir. Elle dit que c'est urgent. Un silence glacial s'abat sur la pièce. Adriana, sortie sous caution, ose revenir ici. Faites-la entrer dans le salon bleu, décide Richard. Et restez dans les parages. Papa, tu ne vas pas lui parler, s'inquiète Constance. Si, il faut qu'on règle ça une bonne fois pour toutes. Il se dirige vers le salon bleu, cette pièce froide et solennelle où Adriana recevait ses invités de marque, elle les attend, droite, dans son tailleur Chanel. Mais l'élégance ne peut masquer les ravages de ces dernières semaines. Ses traits sont tirés, ses mains tremblent légèrement. « Richard, mes enfants, nous ne sommes plus tes enfants », coupe Constance. « Tu as perdu ce droit. » Adriana vacille, mais se reprend. « Constance, ma chérie, tu ne peux pas dire ça. Je suis ta mère. Je vous ai portée, élevée. Tu nous as manipulés. » rétorque Patrice d'une voix nouvelle, plus ferme. « Tu as fait de moi un assassin. Pour protéger notre famille, cette traînée voulait détruire tout ce qu'on avait construit. Ne parle plus jamais d'Isabelle comme ça, gronde Richard. Adriana se tourne vers Élodie avec un regard haineux. Et toi, tu es fière de ton œuvre. Tu as détruit une famille entière avec tes petites histoires. Moi, j'ai détruit votre famille. Élodie rit amèrement. Madame Delacroix, votre famille était déjà détruite. Construite sur des mensonges et de la manipulation, j'ai juste révélé ce qu'elle était vraiment. Tu ne comprends rien. Tu ne sais pas ce que c'est que de se battre pour préserver ce qu'on aime. Ah bon, et moi, qu'est-ce que je fais depuis 8 ans? Je me bats pour élever ma fille, pour nous faire une vie décente, pour honorer la mémoire de ma mère. Mais moi, je ne tue personne pour y arriver. Adriana pâlit sous l'accusation. Je n'ai tué personne. C'était un accident. Un accident. Patrice se lève, tremblant de rage.
Maman, tu m'as appris comment doser le poison. Tu m'as dit exactement où le verser. Tu savais parfaitement ce qui allait arriver. J'espérais juste qu'elle aurait un accident léger, qu'elle serait hospitalisée et qu'elle renoncerait. Menteuse, hurle Patrice. Tu voulais qu'elle meure. Tu me l'as dit après. Tu as dit qu'elle ne pourrait plus jamais embêter papa. Richard regarde sa femme avec dégoût. Pourquoi tu es venue, Adriana? Qu'est-ce que tu veux? Elle retrouve soudain sa prestance habituelle. Je veux qu'on trouve un arrangement. Cette histoire va détruire tout le monde, l'entreprise, notre réputation, l'avenir des enfants. Notre réputation. Constance ricane. Tu t'inquiètes de notre réputation. Et je propose quoi, en échange? Demande Richard. Je plaide coupable pour homicide involontaire. Quelques années de prison, pas plus. En échange, cette personne renonce à ses prétentions sur l'héritage. Le silence qui suit cette proposition est stupéfait. Tu es complètement folle. Souffle Élodie. Tu crois que je vais marchander la mémoire de ma mère? Réfléchis. Avec ce que Richard va te donner, tu auras plus d'argent que tu n'en as jamais rêvé. Pourquoi vouloir plus? Parce que ce n'est pas une question d'argent. Explose Élodie. C'est une question de justice. Ma mère est morte à cause de toi. Tu as brisé la vie de ton fils. Tu as menti pendant 24 ans et tu veux négocier. Richard se lève, majestueux dans sa colère. Adriana, sors de chez moi, immédiatement. Richard, immédiatement. Et ne remets plus jamais les pieds ici. Tu n'es plus la bienvenue dans cette maison. Tu n'es plus ma femme. Tu n'es plus la mère de mes enfants. Tu n'es rien. Adriana titube sous le coup. Pour la première fois, elle réalise qu'elle a tout perdu. Son mari, ses enfants, sa position sociale, sa liberté future. Vous me le paierez, siffle-t-elle en sortant. Tous autant que vous êtes, cette petite garce vous détruira, et vous vous souviendrez de moi. La porte claque derrière elle. Dans le silence qui suit, Claire, qui avait écouté sans comprendre, demande « Pourquoi la dame, elle est si méchante ?» « Parce qu'elle ne sait pas aimer, » répond doucement Élodie. « Certaines personnes ne savent pas aimer vraiment. » Richard prend sa petite fille dans ses bras, mais nous, on sait, et on va apprendre à le faire encore mieux, ensemble, pour la première fois depuis des semaines. Un vrai sourire éclaire le visage de la famille Delacroix réunifiée. La guerre est finie. Il ne reste plus qu'à panser les blessures et à construire l'avenir. 6 mois plus tard, le procès d'Adriana Delacroix s'achève par une condamnation à 15 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire et manipulation de mineurs. Dans le box des accusés, elle garde la tête haute jusqu'au bout, refusant de présenter des excuses ou de montrer le moindre remords. Patrice, qui a témoigné contre elle avec un courage qui a impressionné toute la cour, sort du palais de justice libre d'un poids qu'il portait depuis 24 ans. C'est fini, murmure-t-il à Élodie sur les marches du tribunal. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de pouvoir respirer. Les journalistes se pressent autour d'eux, mitraillant de questions cette famille qui a défrayé la chronique. Richard, Élodie, Constance et Patrice forment un bloc uni face aux caméras. Une famille reconstruite sur les cendres du mensonge. Nous n'avons rien à déclarer, annonce Richard. Nous demandons simplement qu'on nous laisse vivre en paix. Mais la paix, ils l'ont déjà trouvée. Ces 6 mois ont transformé la famille Delacroix. Élodie et Claire ont emménagé dans un appartement lumineux du 16e arrondissement. Tout près de l'hôtel particulier de Neuilly, Claire fréquente désormais une école privée où elle excelle, particulièrement en français et en mathématiques. Grand-mère Marguerite a quitté son HLM de Belleville pour s'installer dans une maison de retraite médicalisée haut de gamme à Vincennes. Richard s'y rend tous les dimanches avec Claire, qui adore écouter les histoires de son arrière-grand-mère. « Tu sais, ma petite Claire, » lui dit souvent Marguerite, « ta grand-maman Isabelle aurait été si fière de voir comme tu grandis bien. Dis-moi encore comment elle était. » Réclame invariablement Claire, et Marguerite raconte Isabelle et ses rêves de devenir médecin, Isabelle et son rire qui résonnait dans l'appartement, Isabelle qui chantait en préparant le dîner. Petit à petit, Claire apprend à connaître cette grand-mère qu'elle n'a jamais eue, et Isabelle revit à travers les yeux émerveillés de sa petite fille. L'entreprise Delacroix a survécu au scandale. Constance, nommée directrice générale, a mené une restructuration exemplaire, licenciant les cadres corrompus et insufflant un nouveau souffle éthique à l'entreprise.
Son premier acte a été de créer une fondation Isabelle Moreau pour aider les mères célibataires en difficulté. Ma sœur aurait aimé ça, a dit Élodie en découvrant le projet, car elles sont vraiment devenues sœurs, ces deux femmes que tout séparait. Constance a appris à Élodie les codes de son nouveau milieu social, tandis qu'Élodie lui a montré ce qu'était la vraie solidarité, celle qui ne se calcule pas en termes de profit et de perte. Patrice, lui, suit une thérapie intensive avec le docteur Lemaire. Les progrès sont lents, mais constants. Il a repris des études d'art-thérapie, découvrant qu'aider d'autres enfants traumatisés l'aide à guérir ses propres blessures. « J'ai gâché la première partie de ma vie », confie-t-il un soir à Élodie. « Mais peut-être que je peux rattraper avec la seconde. »« Tu ne l'as pas gâché », répond-elle. « Tu as survécu, et c'est déjà énorme. » Ils sont dans le jardin de Neuilly, regardant Claire jouer avec les enfants des voisins. L'été tire à sa fin, et bientôt Élodie commencera ses études de droit à la Sorbonne, à 28 ans. Reprendre des études l'angoisse, mais Richard et Constance l'ont convaincue qu'elle en était capable. « J'aimerais me spécialiser dans la défense des victimes », a-t-elle expliqué. « Faire en sorte que d'autres Isabelle obtiennent justice ?» Richard arrive du bureau, les traits tirés par une journée difficile. Prendre ses distances avec l'entreprise qu'il a bâtie n'est pas facile, mais il veut consacrer plus de temps à sa famille retrouvée. « Comment s'est passée ta journée, papa ?» demande Élodie. Ce mot, « papa », le bouleverse encore. Pendant 28 ans, il a cru qu'il n'était père que de Patrice et Constance. Découvrir Élodie, c'est comme recevoir un cadeau inespéré. Constance a signé le contrat avec les Japonais. L'entreprise va doubler son chiffre d'affaires en Asie. Et toi, tu ne regrettes pas de passer la main. Richard regarde Claire qui court dans l'herbe, libre et insouciante. Pas une seconde. J'ai passé 30 ans à construire un empire en oubliant l'essentiel. Maintenant, je veux rattraper le temps perdu. Constance les rejoint. Rayonnante dans son tailleur de PDG. Devine quoi? J'ai une surprise pour tout le monde. Elle sort une pochette de son sac. Des billets d'avion, destination, Nice pour les vacances de Toussaint. Élodie pâlit. Nice? Pourquoi Nice? Parce qu'il faut qu'on y aille ensemble. Tous, pour voir l'endroit où papa et Isabelle sont tombés amoureux, pour que Claire découvre ses racines, pour qu'on referme enfin cette histoire. Richard approuve d'un hochement de tête. Constance a raison, il faut qu'on fasse la paix avec le passé. Et si c'est trop douloureux, s'inquiète Élodie. Alors on sera là pour t'aider, assure Patrice. Tous ensemble. Claire accourt vers eux, essoufflée par ses jeux. De quoi vous parlez? De vacances au bord de la mer, annonce Constance. Tu aimerais voir la plage où grand-papa et grand-maman Isabelle se sont rencontrés. Les yeux de Claire s'illuminent. Oh oui, et on pourra leur envoyer un message, aux étoiles. Cette innocence enfantine émeut les adultes. Claire a intégré la mort de sa grand-mère avec cette facilité qu'ont les enfants à accepter l'inexplicable. Bien sûr, ma puce, répond Richard. On leur enverra le plus beau message du monde. Le voyage à Nice a lieu 3 semaines plus tard. Ils descendent au Negresco, cet hôtel mythique de la promenade des Anglais. Richard a réservé la suite où il avait séjourné avec Isabelle en 1995. « C'est ici qu'on était heureux », dit-il en montrant la terrasse qui donne sur la baie des Anges. Élodie imagine sa mère jeune et amoureuse, insouciante, ne sachant pas encore qu'elle portait une enfant. L'émotion la submerge. Mais c'est une émotion apaisée, presque joyeuse. Ils se rendent sur la plage où a été prise la fameuse photo. Constance a apporté un appareil, et ils reconstituent le cliché, Richard et Élodie au centre, Claire dans les bras de son grand-père, Constance et Patrice de chaque côté. Pour Isabelle, murmure Richard en déclenchant le retardateur. Le soir, ils dînent sur la terrasse de l'hôtel. Claire s'est endormie sur les genoux de Richard. Épuisé par cette journée riche en émotions, Patrice contemple la mer, plus serein qu'il ne l'a jamais été. « Tu sais ce qui me fait le plus de bien », dit-il soudain. « C'est de savoir qu'Isabelle n'est pas morte en me haïssant. Elle ne savait même pas que j'existais. Elle t'aurait aimé, assure Élodie. Maman aimait les enfants, tous les enfants. » Constance lève son verre de champagne. « À Isabelle, qui nous a réunis malgré elle. À Isabelle, répètent les autres. Ils trinquent dans le silence, regardant les lumières de Nice scintiller sur la Méditerranée. Plus tard, quand Claire dort dans sa chambre, les 4 adultes se retrouvent sur la terrasse. Richard sort une boîte qu'il gardait précieusement. « J'ai quelque chose pour vous, à l'intérieur. » Des bijoux d'Isabelle que Marguerite avait conservés,
Sa chaîne en or, ses boucles d'oreilles en perles, la bague de fiançailles que Richard lui avait offerte et qu'elle avait refusé de vendre malgré la pauvreté. Elle les portait sur la photo, explique-t-il en donnant la chaîne à Élodie. Papa, je ne peux pas. Si, tu es sa fille, c'est à toi qu'elle revienne. Élodie passe la chaîne autour de son cou. Immédiatement, elle sent la présence de sa mère, comme un souffle tiède sur sa nuque. Et pour Claire, quand elle sera plus grande, ajoute Richard en montrant les boucles d'oreilles. Qu'est-ce qu'on fait de la bague ? Demande Constance. Richard la contemple longuement. On la garde, en souvenir du bonheur qu'on a eu. Isabelle et moi, et de l'amour qui a donné naissance à Élodie, le lendemain, ils se rendent au cimetière de Nice où repose maintenant Isabelle. Richard a fait transférer sa dépouille du petit cimetière de banlieue où elle était enterrée. Désormais, elle repose face à la mer, dans un caveau de marbre blanc où sont gravés ces mots. Isabelle Moreau, mère aimante, âme pure. Claire dépose un bouquet de roses blanches sur la tombe. Bonjour, grand-maman Isabelle. C'est moi, Claire, ta petite fille. J'ai grandi maintenant, et j'ai plein de choses à te raconter. Elle parle longuement à sa grand-mère, lui décrivant sa nouvelle école, ses nouveaux oncles et tantes, son grand-père retrouvé. Les adultes l'écoutent, émus par cette conversation à sens unique qui semble pourtant si naturelle. « Au revoir, grand-maman », conclut Claire. « On reviendra te voir, promis. » En repartant du cimetière, Élodie se retourne une dernière fois. Sa mère peut enfin reposer en paix. Justice a été rendue. Sa fille a trouvé sa place dans le monde. L'amour a triomphé de la haine. Dans l'avion du retour, Claire s'endort entre Élodie et Richard. Constance et Patrice discutent à voix basse de leurs projets d'avenir. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir semble radieux. « Tu sais ce que m'a dit Claire hier soir ?» chuchote Richard à Élodie. « Quoi ? Qu'elle était contente d'avoir enfin une vraie famille, avec un grand-papa, des oncles et tantes, et plein d'amour. » Élodie sourit, regardant défiler les nuages par le hublot. « Maman aurait été heureuse de voir ça. »« J'en suis certain, » répond Richard. « Isabelle voulait que tu sois heureuse. Mission accomplie. » L'avion file vers Paris, emportant une famille réconciliée avec son passé et prête à construire son avenir. Les secrets ont été révélés, les mensonges balayés, les coupables punis. Il ne reste plus que l'amour et l'espoir d'un recommencement.